Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour cette traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux. Ce moment partagé avec vous me permet également de rendre hommage aux élus qui m'accompagnent dans l'accomplissement de la tâche qui m'a été confiée et par souhaiter que nos meilleurs vœux vous accompagnent. Des vœux de solidarité, de justice et de paix. Vous, pour vous et ceux qui vous sont proches. Des vœux pour qu'enfin l'humain soit au centre des préoccupations pour le bien de tous. Le passage à une nouvelle année n'efface pas les événements de l'année passée. Il faut au contraire en garder les enseignements. Une fois de plus, l'année 2018 aura été marquée par l'infamie à Paris, à Trèves, puis le 11 décembre, un acte criminel a une nouvelle fois marqué de l'infamie et marqué de façon criminelle la France au cœur du marché de Strasbourg. Cette attaque meurtrière nous rappelle réellement que la menace terroriste et son caractère imprévisible ne sont pas écartés aujourd'hui. Au regard des événements qui secouent notre monde, conjugués à la montée de colère qui parcourt notre pays, les citoyens se rassemblent contre l'injustice sociale et fiscale. Les mouvements des Gilets jaunes, qui revêt déjà un caractère historique, en est l'expression. Ce rassemblement citoyen, construit à partir des réseaux sociaux, survient après les mouvements syndicaux qui ont marqué la dernière décennie. Nos concitoyens ne supportent plus le mépris d'une catégorie de dirigeants totalement déconnectés de la réalité. Ils n'entendent plus se soumettre à des choix édictés par les traités européens, dont certains ont été rejetés, je vous le rappelle, en 2005. Pourtant, la classe politique est restée sourde à ces appels de détresse. Emmanuel Macron a d'ailleurs confirmé, avec aplomb, le maintien du cap à l'occasion de ces vœux. Or, il faut bien le dire, c'est cette politique qui est fondamentalement contestée. Toutes et tous réclament une répartition équitable des richesses. Ils exigent plus de justice sociale et fiscale. Ils font la démonstration de l'absurde et inefficace maintien du carcan de l'austérité imposé au nom de la dette que les possédants organisent et s'enrichissent en ponctionnant à des taux usuraires les États. L'Union européenne et son bras armé, la BCE, en sont les garants contre les peuples. Cette année 2019 sera celle du renouvellement du Parlement européen. Construire un nouveau projet d'union par et pour les citoyens européens doit être la priorité pour affronter les défis humains et environnementaux. Ne pas le faire, c'est permettre aux forces d'extrême droite de s'installer dans toute l'Europe. Le temps presse, car la contestation montre aujourd'hui un autre visage. En effet, depuis plusieurs années, les résultats électoraux, et en particulier les taux de participation en baisse constante, témoignent de la scission entre la population et les élus. Nos concitoyens expriment maintenant leur inquiétude, leurs craintes, leurs attentes, mais aussi leur lassitude dans la rue. Les catégories qui manifestent sont tout autant des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires. Ils ont voté à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, mais aujourd'hui ils rejettent les partis parce que l'offre politique ne correspond plus à leurs demandes. Cette société et ce monde en plein bouleversement, secoués par de multiples fractures, par ces naufrages silencieux à quelques milliers de kilomètres de nous, par l'inquiétant réchauffement climatique, par les divisions, par les colères détournées que certains voudraient exploiter, ne peut pas nous laisser indifférents. Nous sommes au défi d'élaborer un projet politique nouveau pour changer durablement les choses. Dans ces conditions, être élu, c'est lutter sans répit contre un système économique qui génère de terribles inégalités. C'est aussi lutter contre toutes les formes de racisme et de xénophobie pour privilégier le bien vivre ensemble. Comme moi, les maires que je côtoie déplorent le manque de moyens pour investir dans le développement éducatif, culturel, sportif, associatif et économique.
comme moi, les maires, toutes tendances politiques confondues, dénoncent le fait qu'ils sont constamment pris en tenaille entre la baisse des moyens aux collectivités locales et les besoins des populations. Et comme moi, ils ne se satisfont plus de ce discours qui nous définissent comme les sentinelles de la République, alors que la triste réalité des baisses de dotation fait de nous de véritables boucs émissaires. Je me permets ici d'insister ici devant vous parce que je ne peux me résoudre à accepter le désintérêt de nos concitoyens à la politique. La politique serait-elle devenue l'apanage d'une élite vivant en autarcie, loin des réalités et des préoccupations des citoyens? C'est en tout cas le sentiment partagé par le mouvement populaire des Gilets jaunes qui attend des réponses concrètes aux problèmes posés. Dans cette situation insurrectionnelle, les réponses ne peuvent pas être techniques, elles sont forcément politiques. Après avoir été contraint d'abandonner des suppléments d'impôts indirects sur les carburants et d'annuler la hausse de la CSG pour une partie des retraités, Emmanuel Macron pensait en avoir terminé avec les conflits sociaux. Ben, la réponse a été sans équivoque, le compte n'y est pas. D'ailleurs, j'ai lu dans un article paru dans un journal que tout le monde connaît, pas le Républicain Lorrain, c'est l'Humanité Dimanche, pour ceux qui... Le témoignage de ce salarié de la grande distribution qui gagne 1184 € par mois, donc le SMIC. Il s'est rendu à la caisse d'allocation familiale pour savoir quel serait le montant de la prime d'activité qu'il aurait. La réponse a été « Cher monsieur, vous aurez 104 €. Mais attention, vous allez perdre 250 € d'APL, parce que justement, tout simplement, le plafond de référence pour l'octroi de cette aide, lui, n'a pas monté. » Alors, ce qui ressort de ces mesures, c'est d'abord que le président ne veut pas d'un partage équitable des richesses. Ça, tout le monde l'a deviné. Les 350 000 fortunés bénéficiaires d'un chèque de 4,2 milliards n'ont pas de souci à se faire. De plus, j'observe qu'aucune exigence n'est formulée en termes d'emploi et de salaire en contrepartie des 40 milliards du CICE. Alors que l'exemple de Carrefour devrait nous conduire à plus de vigilance. Il faut se rappeler que ce groupe a perçu 2 milliards d'euros, en a versé 500 millions à ses actionnaires et licencié 2500 personnes. C'est pas beau, ça? On parle aujourd'hui beaucoup de la République et ses valeurs fondamentales. Liberté, égalité, fraternité. Mais alors, comment faire vivre la fraternité et la liberté sans égalité de droit? Dans ce climat de tension grandissant, changer de cap, c'est non seulement la situation qui le commande, mais notre environnement. Notre pays, notre monde est en danger. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous. Dans son intervention devant l'Assemblée plénière du 4e sommet de la Terre à Johannesburg, le 2 septembre 2002, Jacques Chirac s'exprimait ainsi. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Mis à part quelques illuminés, personne ne peut le contester. La dette verte a des conséquences plus importantes aujourd'hui et graves que la dette comptable dont les libéraux nous rabattent les oreilles. Notre planète se consume et la mise en œuvre de décisions pour le climat est beaucoup trop lente. Le 2 août dernier fut le jour dit du dépassement, celui où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an. Pour rappel, en 1985, ce jour était le 5 novembre. Ainsi, ce qu'on peut qualifier de dette verte équivaut maintenant à 5 mois de reproduction de ressources naturelles. Dans ce contexte, la question est de savoir si la Terre restera une planète habitable, capable de garantir l'avenir de nos enfants et toutes les générations à venir. Quel monde laisserons-nous si la biodiversité s'éteint, si les abeilles indispensables à la reproduction alimentaire continuent de disparaître et si les sécheresses épuisent les réserves en eau? Mais aussi, que produirait l'immigration forcée des populations provoquée par la montée des niveaux de mer aux abords des zones côtières où vit, je le rappelle, un humain sur 2. Autant de conditions génératrices de nouveaux conflits, de nouvelles guerres qui rendent dérisoires bien des débats. À coup sûr,
Notre planète ne pourra être vivable et durable que si seulement, si, on place au-dessus de tout l'intérêt des êtres humains et de l'environnement. Alors que la contestation sociale ne s'essouffle pas, bien au contraire, elle prend d'ailleurs une autre ampleur. Les salariés, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, les salariés de l'éducation nationale, avec les stylos rouges, commencent à s'organiser et à réclamer l'augmentation de salaire qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent. Le grand débat national apparaît dès lors comme une nouvelle séquence du « cause toujours, tu m'intéresses ». Le président a décidé d'en fixer les règles. Il n'y aura pas de débat en dehors de son programme ultra-libéral. D'ailleurs, dans sa lettre aux Français, le ton est donné. Il n'est pas question de revenir sur l'ISF. Ça a été confirmé à l'occasion du débat marathon avec les maires, salué pourtant par tous les médias. 7 heures de débat. Presque autant que Fidel Castro. Ce que je retiens de celui-ci, c'est la réponse donnée au problème du pouvoir d'achat et des ressources des collectivités locales. Pour faire court, Emmanuel Macron propose de revoir la limitation de vitesse de 80 et 90 km/h. Pas beau ça? Dans l'objectif de ce grand débat national, les mairies ont ouvert des cahiers de doléances ou de revendications, c'est selon. C'est également le cas à Ersange, plus par obligation que par choix. Parce que personnellement, je partais du principe qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui avec Internet, et sans compter tous les sites de type Facebook et tout ça, celui qui ne veut pas voir les revendications est vraiment aveugle. Ceci dit, nous limiterons notre intervention au rôle de facteur. Ce que nous pouvons craindre, c'est que cette initiative tient plus du gain de temps dans l'attente de l'essoufflement du mouvement social que de la réelle volonté de répondre aux attentes. Si c'est avéré, le jeu dangereux auquel Emmanuel Macron voudrait nous entraîner ne nous intéresse pas.